Alors, il est toujours difficile de parler tranquillement, assis dans son fauteuil, d'événements, sauf quand une catastrophe est en cours. C'est évidemment beaucoup plus difficile. Et je me souviens, Jean Ziegler, j'avais écouté une fois de ses conférences, vous savez, le Suisse Jean Ziegler, la Suisse lave plus blanc, etc., rapporteur à l'ONU. Il citait Willy Brandt et il disait quand on fait une conférence ou un discours, il faut toujours donner une note d'espoir à la fin. Alors je vais essayer, mais il faut reconnaître que dans les circonstances actuelles, ce n'est pas très facile. Et ce n'est pas très facile d'ailleurs en plus avec ce poster où on se demande s'il n'y a pas un 5e dessin qui est en train de se construire où finalement le territoire serait entièrement blanc. On parle dans les grands journaux d'enclave palestinienne comme si c'était une espèce de creux anormal à l'intérieur du territoire israélien. C'est une représentation territoriale et l'important c'est là où sont les gens. C'est leur représentation physique et leur nombre. Autrement dit, il n'y a pas cette homogénéité que l'on voit sur cette carte. Et puis, dans les autres territoires, eh bien, il y a des millions et des millions d'habitants. Vous voyez, même si c'est des territoires très petits géographiquement, les gens sont là et c'est justement leur force, c'est de rester là. Et ça fait partie des données dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que eh bien, les Israéliens vont réussir à pousser la population de Gaza en Égypte ou est-ce qu'ils vont rester sur place? Alors, on va remonter un petit peu en arrière et parler d'un sujet. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde ce soir parce que lorsqu'on parle de droit international, il y a beaucoup de gens qui raillent et qui disent le droit international, tu sais, bon. Parce que c'est depuis 2014 que je m'intéresse au droit international et c'est depuis 2014 que Gaza a une action particulière concernant le droit international. Alors, la Cour pénale internationale, je vais faire un petit rappel rapide, mais c'est important parce que vous verrez que même dans les grands médias, où très régulièrement des erreurs sont faites, soit sur la chronologie, soit sur le rôle de chacun. Alors, je voudrais mettre les choses au point concernant la question israélo-palestinienne et le droit international. Alors, les cours pour traiter des crimes de guerre, il y en a eu un certain nombre qui étaient des cours temporaires, et puis à la fin des années 90, il a été suggéré, d'ailleurs sur la suggestion des îles Tobago. Vous voyez que même un tout petit État peut parfois avoir une grande importance, historiquement. Il a été suggéré de faire une cour permanente, étant donné l'immensité des crimes commis tous les jours dans tous les conflits et dans toutes les guerres qui existent aujourd'hui. Donc cette cour permanente, son statut a été élaboré. Il a été élaboré très vite, mais d'une façon intelligente, car finalement ce sont des procureurs et des magistrats qui avaient participé aux tribunaux spéciaux sur le Rwanda, la Yougoslavie et bien d'autres. Et finalement, ils connaissaient déjà la méthode, vous voyez. Donc ça a été élaboré en 6 semaines, et il a été décidé que ce tribunal eh bien, entrerait en action quand 60 pays l'auront ratifié, signé et ratifié. C'est-à-dire signé, on adhère, ratifié, c'est-à-dire adaptation du droit interne, parce que finalement, on transmet un certain pouvoir judiciaire à une autorité extérieure qui est au-dessus. Voilà. Donc c'est tout un processus. Donc c'est en 2002 que la Cour pénale internationale, seule cour internationale habilitée à traiter des crimes de guerre, est entrée en action, est entrée en fonction, avec un très bon statut, qui est le statut de Rome, qui est un statut absolument remarquable, qui est bien meilleur, par exemple, que le statut des Nations Unies. La Cour pénale internationale est une espèce de satellite, mais je dirais, un satellite sur lequel l'Organisation des Nations Unies n'a quasiment aucun pouvoir. C'est effectivement un organisme indépendant, quasiment indépendant à 99%, et tellement indépendant aujourd'hui justement qu'on sait à peu près où ça coince. Vous voyez, bon. Elle a maintenant 123, je crois que la Palestine a été le 123e État à adhérer au statut de la Cour pénale internationale. Alors ce statut, il tenait compte de toutes les législations ou de toutes les coutumes, parce que finalement la guerre, il y a un droit coutumier de la guerre. Le droit coutumier de la guerre, il est né il y a très longtemps,
Et vous verrez en lisant le petit livre qu'il y a même des droits très anciens qui ont fait partie des outils du statut de Rome. Le premier de ces tribunaux spéciaux, ça a été Nuremberg. Alors Nuremberg, on le sait, les historiens l'ont dit maintes fois, ça a été un tribunal un peu expéditif, les droits de la défense n'étaient pas respectés. Ça n'empêche que, par exemple, pour introduire la notion de jurisprudence, c'est à Nuremberg qu'on a défini les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, avec une organisation de façon systématique, etc., crimes de génocide. Donc vous voyez, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, ça a été défini dans le marbre, et puis se sont ajoutés toute une série de protocoles, essentiellement pour la protection des civils, la différence entre civils et combattants. Et dans la situation actuelle, c'est un sujet extrêmement d'actualité. Hein. Les civils, côté israélien, qui sont les civils, vous voyez ? La crime de génocide, là, il y a une convention qui est la convention de 1948, qui est associée, qui est plus ou moins incorporée, mais qui est très liée au statut de la Cour pénale internationale. Et le génocide, il y a un certain nombre de critères, je ne vais pas vous les dicter ici, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que tous les critères d'un génocide en cours sont réunis actuellement, ont été transmis mercredi, pas la semaine dernière, mais la précédente, il y a une dizaine de jours, avec un dossier de 300 pages, que j'ai relu et corrigé, d'ailleurs, parce qu'on fait appel à moi parfois pour corriger les fautes d'orthographe, je ne sais pas pourquoi, mais donc je connais bien ce texte, corriger les coquilles, voilà. Voilà, donc vous voyez que ces trois niveaux de crimes qui ont été définis à Nuremberg, malgré la piètre qualité juridique de ce tribunal, eh bien tout ça, ça se construit. Et depuis des années où je travaille avec quelqu'un qui est devenu un ami proche, qui est Gilles Devers, qui est à la pointe, si on peut dire, puisque c'est le principal avocat des Palestiniens à la Cour pénale internationale, eh bien, je me rends compte de la similitude qu'il y a entre médecine et droit. C'est-à-dire que chaque étape est une étape qui permet de s'appuyer dessus pour aller plus loin. Vous voyez, par exemple, dans la jurisprudence, dans tout ce qui a été jugé déjà et sur lequel on s'appuie, il y a encore quelque chose qui est ignoré de beaucoup de nos politiques, et vous allez comprendre de quoi il s'agit, c'est le droit de se défendre. Vous voyez, la légitime défense, et depuis 2004, ça a été jugé par la Cour internationale de justice, la légitime défense ne s'applique pas à un pouvoir occupant, à un pouvoir annexant, à un pouvoir assiégeant. Autrement dit, en aucun cas juridiquement, Israël ne peut devant des juges plaider la légitime défense. Vous voyez, ça c'est une jurisprudence déjà de 2004. Alors, à partir de là, eh bien, je veux dire que la bande de Gaza a été à la source de beaucoup d'actions et de jurisprudence, malheureusement, puisque ses habitants sont régulièrement l'objet d'un carnage, hein, c'est le mot dont il s'agit. Donc cette bande de Gaza, elle a été à l'origine de toute cette direction qui a été empruntée pour aller à la Cour pénale internationale. Et en tant que témoin, depuis 22 ans que je me rends 3 fois par an à Gaza, à l'exception de l'année Covid, eh bien, vous vous doutez bien que j'ai rencontré beaucoup de gens, je suis opéré dans la journée, mais le soir, on va voir les amis des amis, et puis on écoute, on pose des questions. Et je dois dire, par exemple, il y a 10 ou 15 ans, lorsque j'interrogeais des dirigeants du Hamas, je leur parlais de la Cour pénale internationale, ils n'y croyaient pas. Ils me disaient, ça c'est un organisme qui a été construit par les pays occidentaux, pour les pays occidentaux, dans leur intérêt. Et c'est vrai que les premiers pas de la Cour pénale internationale, comme l'avait rappelé Jacques Vergès, eh bien on s'était attaqué aux pays africains. Et c'était à peu près tout, c'était même tout pendant un certain temps. Et je dois dire, je me suis changé un petit peu mon rôle de chirurgien en utilisant beaucoup de salive pour expliquer que ce n'est pas parce qu'on ne croit pas trop à un outil qu'il ne faut pas essayer quand même, parce que finalement c'est comme les antibiotiques, c'est-à-dire qu'on utilise plusieurs antibiotiques qui ont un mode d'action différent, eh bien vous obtenez parfois un effet beaucoup plus efficace qu'un mode d'action unique. Et je me souviens en particulier d'un ami qui me disait il y a 15 ans, je n'y crois pas. Et cet ami, jusqu'à une date récente,
bien, il s'est retrouvé responsable du Legal Committee, du comité légal du mouvement Hamas. C'est-à-dire, vous voyez à quel point eh bien, il a changé son opinion. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que Gaza s'est pris en main. Gaza s'est pris en main sur le plan légal, et la première plainte qui a été déposée l'a été à l'issue de la guerre de 2008-2009. Juste après cette guerre, une première plainte a été envoyée. Je vais aller assez vite pour essayer plutôt de vous dire pourquoi ça n'est pas allé aussi vite qu'on le voulait. La Cour pénale internationale, c'est un procureur. Un procureur, et c'est lui uniquement qui a le droit d'ouvrir une enquête de plein exercice, une enquête approfondie ou une enquête préliminaire. Personne d'autre. Et c'est une décision unique, ce n'est pas une décision collégiale. Les juges, c'est 18 personnes. Donc vous voyez que pour traiter des guerres du monde entier, il y a au moins une cinquantaine ou une soixantaine de conflits aigus en ce moment avec autant de possibilités de crimes de guerre. Donc vous voyez que c'est un véritable défi. Lors d'une action qui est ouverte, il y a l'enquête. Dans l'enquête, eh bien, il y a énormément de faits qui sont recensés, dont la véracité est prouvée, et ce sont les attendus déjà qu'il faut lire. Et puis après, ces attendus, ils vont demeurer, et on pourra s'appuyer dessus pour la suite. Je vous parlais tout à l'heure de la décision de la Cour internationale de justice sur le mur, ou sur la notion de légitime défense. Eh bien, tout ça, c'est un travail qui est fait. Ça n'a abouti à rien de pratique, puisque la Cour internationale de justice n'a aucun pouvoir coercitif, mais ça n'empêche qu'une bonne partie du travail déjà a été fait et permet d'écarter d'un revers de la main beaucoup d'arguments. J'ai reçu hier en lecture un argumentaire juridique israélien concernant la situation actuelle, mais un étudiant en droit de première année pourrait pratiquement le détruire, cet argumentaire, parce qu'il n'y a rien de juridique dedans. Il y a simplement « nous faisons ceci, nous faisons cela » et absolument rien de juridique. Donc la bande de Gaza, eh bien, elle a envoyé une première plainte à la Cour pénale eh bien, en 2009, en mars ou avril, juste après la guerre. Au départ, l'idée avait été de faire une plainte concernant les franco-israéliens. Et c'est vraiment d'actualité. Jusqu'aujourd'hui, ben, vous avez des gens qui ont la nationalité française et qui commettent des crimes de guerre à l'instant où je vous parle, ce qui pose un sérieux problème. Alors, pour recevoir ces plaintes, le procureur, 18 juges, un bureau des victimes, toute petite équipe, il est clair que des milliers et des milliers de plaintes sont parvenues déjà à la Cour pénale internationale. Donc la première question qui se pose, c'est de faire un tri, d'abord savoir ce qui est sérieux, ce qui est prouvé, donc ça justifie que le plaignant apporte des plaintes absolument indiscutables, des preuves indiscutables, et deuxièmement, eh bien, il faut réfléchir, est-ce que cette enquête que je vais ouvrir, est-ce qu'elle risque d'aboutir? Il peut y avoir des raisons pratiques pour lesquelles on sait que ça n'aboutira pas. Je vous passe sur ces raisons, mais c'est ce qu'on appelle, il n'y a pas d'intérêt pour la justice, puisqu'on ne pourra pas rendre justice. L'esprit de la Cour pénale internationale, eh bien, c'est de lutter contre l'impunité, et toute l'impunité. Donc, on entend encore des arguments disant Israël n'a pas adhéré au statut de la Cour pénale internationale, donc on ne peut pas l'attaquer. Alors ça, c'est complètement faux. On n'a jamais demandé à un assassin de reconnaître le tribunal qui va le juger. Donc ça ne tient pas du tout la route. Mais, il y a un mais, c'est la possibilité de compléter l'enquête et de faire des investigations pour lesquelles des preuves n'ont pas encore été apportées. Alors, et puis deuxièmement, il faut savoir sur quel territoire on va enquêter et sur quelle période. Est-ce qu'on va juger les assassins du comte Bernadotte? Non, ça ne serait pas réaliste compte tenu de la faiblesse des moyens. L'histoire les a déjà jugés. Quel territoire? Ah bah oui, mais le territoire, où est-il? Israël est un État sans frontières, le partage de la Palestine n'a jamais été effectué, personne n'a jamais signé d'accord reposant sur l'autodétermination. Quel territoire?
Alors la question est posée. Et donc, toute une série de plaintes sont parvenues à la procureure de l'époque, Fatou Bensouda. Je vous rappelle qu'un procureur ou une procureure est élu pour 8 ans, sans possibilité de renouveler son mandat. Et donc, ces plaintes sont arrivées de Gaza parce que, à Gaza, et très précisément, à la suite de la guerre de 2014, de l'été 2014, eh bien, les autorités de Gaza se sont rendues compte qu'effectivement, il fallait saisir ce dossier, cette possibilité, et il fallait réaliser ce qu'on appelle des chaînes de preuves, collecter des chaînes de preuves. Pour vous donner un exemple très clair, très facile, par exemple, au moment des marches du retour, eh bien, il y a des professionnels qui ont été formés, et au moment des marches du retour, eh bien, tous ces jeunes qui manifestaient devant la barrière avec Gaza, si quelqu'un est blessé, immédiatement un enquêteur, alors ça supposait d'en avoir un certain nombre, vous voyez, donc c'est un énorme travail, un enquêteur se précipite pour relever le nom de la personne blessée, relever le nom et les téléphones portables des témoins qui sont autour, de façon à pouvoir ensuite convoquer chaque témoin, et chaque témoin qui est convoqué, c'est 30 minutes d'entretien pour recueillir ce qui a été vu, retenir les coordonnées, l'identité du témoin, tous ceux qui ont des vidéos, etc. Donc vous voyez, c'est un énorme travail. Et là, on est simplement, si j'ose dire, au moment où une victime apparaît sur le champ de bataille. Après, cette victime est transportée à l'hôpital, et dès qu'elle arrive à l'hôpital, il y a une deuxième équipe qui est là. Où étiez-vous, à quelle heure, avec qui, etc. Si la personne peut s'exprimer, sinon la famille. Après, il y a deux directions. Il y a la salle d'opération, et il y a des équipes en salle d'opération qui vont recueillir des fragments de tissu, qui vont recueillir des impacts, qui vont recueillir des fragments de bombes ou des balles. Vous vous souvenez par exemple que lorsque ce patient qui avait perdu ses deux jambes à la suite d'une guerre précédente, dans son fauteuil roulant, manifestait avec un drapeau à la frontière de Gaza pendant les marches du retour, il a reçu une balle en plein front. La première communication israélienne a été la balle est palestinienne. Voilà, première chose, évidemment. Donc il a fallu faire une autopsie, parce que vous savez que dans les pays musulmans, on enterre les gens très très vite. Il a fallu faire une autopsie, ce qui n'est pas évident, les faire selon les règles d'une autopsie, c'est-à-dire une vidéo en continu, sans coupure du début jusqu'à la fin. Tu as parlé de l'hôpital Shifa tout à l'heure, dans les soi-disant preuves qui ont été montrées au monde entier, les vidéos étaient coupées, montraient des lieux qui n'étaient pas au même endroit, le tunnel en particulier, enfin bref, je passe. Donc vous voyez que tout ça, c'est des choses très précises qui nécessitent pas seulement une formation en droit, qui nécessite une formation en recueil de preuves très professionnelle. Et c'est ça qui a été fait à Gaza, les rapports des médecins, les rapports d'autopsie, et tout ça constitue un dossier, vous voyez. Et rien que pour les marches du retour, les Gazaouis ont été capables d'envoyer près de 3000 dossiers individuels, avec des plaintes individuelles, parce que là il s'agissait d'individus, donc c'est les victimes ou les familles qui ont donné mandat à l'avocat accrédité à la Cour pénale internationale pour porter plainte pour tel et tel fait. Donc vous voyez que c'est un travail absolument colossal qui ne s'improvise pas, et ce n'est pas en envoyant une protestation. On a entendu bien souvent l'autorité palestinienne dire « Nous portons plainte à la Cour pénale internationale, nous allons porter plainte à la Cour... » Bon, parfois c'était complètement à côté de la plaque, si j'ose dire, parce que ça ne concernait pas la Cour pénale internationale, pour des raisons de compétences. Enfin, donc vous voyez que ce travail a été monté à Gaza. Et c'est à partir de ce moment-là qu'au bout de 5 ans, vous allez me dire c'est long, mais vous comprenez aussi qu'il y a des problèmes de temps, et de personnel et de budget, etc. C'est seulement au bout de 5 ans que Fatou Bensouda a dit, et là ça nous a fait plaisir, a dit « J'ai reçu une documentation énorme et je considère qu'après 5 ans d'enquête préliminaire, tout ça c'est le travail de l'enquête préliminaire, eh bien je vais ouvrir une enquête approfondie. » En fait, une très grosse partie du travail a été faite déjà, puisque les preuves sont parvenues, elles ont été jugées crédibles, etc. On ne part pas de zéro quand on ouvre l'enquête. En réalité, on va la poursuivre, c'est-à-dire qu'on va aller directement vers des actions de type juridique. Alors, vous verrez dans mon petit bouquin, il y a des détails qui méritent à être connus dans toutes ces procédures.
En particulier, une plainte est plus puissante si c'est un État qui porte plainte. On le comprend, vous avez adhéré au statut de la Cour pénale internationale, vous êtes engagé à appliquer tous les droits et devoirs d'un État partie de la Cour pénale internationale. Quand un État porte plainte à la Cour pénale internationale, c'est finalement assez rare, eh bien, le procureur ou la procureure est pratiquement obligé d'ouvrir une enquête approfondie. Fatou Bensouda a décidé d'ouvrir cette enquête, mais en même temps, et ça je le raconte parce que peut-être qu'il y avait des gens qui ont participé aux mêmes actions, en même temps, elle nous a un peu roulé dans la farine, et vous allez voir que c'est très sympathique, ce roulage dans la farine, parce qu'il y avait l'affaire du Mavi Marmara. C'était ce bateau turc qui avait été arraisonné dans les eaux territoriales, où il y avait des militants qui voulaient aller à Gaza. Il y a eu 9 morts, 10 morts même. Donc il y a une action qui a été entreprise par le bateau, par l'État qui possédait le bateau. Les petites îles Comores, je vous ai parlé tout à l'heure des Tobago, les petites îles Comores ont porté plainte. Et il y a eu énormément de recueils de preuves, et tout ça a été amené à la Cour pénale, et puis ça on attendait, et puis toujours rien. Fatou Bensouda a refusé, etc. Donc on était très irrités contre Fatou Bensouda, y compris moi-même, puisque j'étais à La Haye pour protester avec 200 ou 300 personnes contre le fait que Fatou Bensouda, si je vous raconte ça, que c'est pas tout à fait anecdotique, vous allez voir, eh bien refusait d'ouvrir une enquête sur le Mavi Marmara. Et en gros, son argumentaire, c'était « c'est pas assez lourd, 10 morts, ça me suffit pas ». Elle n'avait pas tout à fait tort, et elle nous a bien eu, parce que c'est 11 jours après qu'elle a décidé de clore l'enquête préliminaire sur Israël-Palestine et d'ouvrir une enquête approfondie. C'est-à-dire qu'elle a fait dans un silence absolu, sans que rien ne sorte, et c'est bien les gens qui travaillent dans la justice et qui ne se pavanent pas dans les médias, et elle a été très astucieuse parce que, pour ne pas, entre autres, s'attirer toutes les foudres du mouvement sioniste, elle a dit, ce qui était vrai, moi, Fatou Bensouda, j'ai le droit d'ouvrir l'enquête toute seule, mais je vais quand même demander l'avis de la Cour, c'est-à-dire des juges, sur la temporalité et la géographie. Alors ça, c'est un point très important. On ne va pas commencer à juger des crimes de guerre commis depuis l'assassinat de Bernadotte. On va commencer le 15 juin 2014, juste avant la guerre de 2014. Donc là, c'était quelque chose de clair et précis, et jusqu'aujourd'hui. Sur quel territoire? Elle a dit, moi je considère que je vais travailler sur Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza, virgule, sans présumer des futures frontières de ces États qui pourront se faire sous la forme de 2 États, ou sous la forme d'un seul État, tout ça dans une seule phrase, ou sous la forme d'un seul État après manifestation du droit à l'autodétermination. Ouf, voilà. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc dans le mémorandum de Fatou Bensouda, qui fait à peu près 150 pages, qui est très lisible, je vous le dis tout de suite, qui est très lisible, moi-même j'ai pu le lire facilement, et qui est extrêmement précis. Il y a 600 références bibliographiques, c'est du droit, que du droit, mais en même temps c'est très lisible. Et donc elle a eu l'intelligence de demander au juge de la Cour, est-ce que vous êtes d'accord avec mon programme? Alors ça a mis 6 mois de plus pour avoir la réponse. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que Fatou Bensouda a lancé ce qu'on appelle un amicus curiae, en latin, les amis de la Cour. Alors là, c'était une procédure qui était utilisée chez les Romains, et vous allez voir que c'est quelque chose de très intelligent. C'est-à-dire quand il y a une question à débattre, où il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre, c'est très compliqué, on risque d'oublier une partie, etc. Eh bien, on lance une espèce d'appel d'offres public, les amis de la Cour, et tous ceux qui veulent participer, eh bien, peuvent envoyer un texte de 20 ou 30 pages, c'est un petit peu limité, mais vous, moi, n'importe qui aurait pu envoyer un amicus curiae. Alors, il y a quand même une 50aine d'amicus curiae qui sont parvenus, et c'est très, très intéressant, et vous le verrez dans le chapitre qui est consacré, car finalement, ça a permis à chacun de se dévoiler.
En gros, sur ces 50 amicus curiae, eh bien, il y a des États, des profs de droit international du monde entier, des gens qui ont une certaine compétence, qui ont appuyé à 99% dans le sens des Palestiniens, je dis bien à 99%. Et puis il y avait une masse, je parle en qualité, mais en quantité, vous aviez évidemment toute une série d'amicus curiae totalement bidons, qui était à peu près équivalent en droit à la qualité de ce qu'a rapporté le procureur général d'Israël que j'ai lu hier, c'est-à-dire du non-droit absolu, avec en gros 2 arguments, tenez-vous bien. Le premier, la Palestine mandataire, le mandat britannique, il était prévu qu'il y ait en Palestine un foyer national juif, mais il n'était pas précisé où et quelle taille. Et nous on revendique tout. Voilà, donc c'était écrit noir sur blanc. Et puis la deuxième chose, c'était la Palestine n'est pas un État, donc elle n'a pas le droit de se plaindre à la Cour pénale internationale. Alors là, il faut revenir à, j'ai dit beaucoup de mal de l'autorité palestinienne, qui a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, par 2 fois à La Haye pour bloquer des plaintes qui avaient été envoyées, l'une en 2009, l'autre en 2014. Mais il faut reconnaître quand même que sous une forte pression, eh bien, l'autorité palestinienne a fini par adhérer au statut de la Cour pénale internationale quelques mois après la guerre de 2014, en janvier 2015. Alors ça a été un pas très important parce que je vous disais tout à l'heure que quand c'est un État parti qui porte plainte, on est pratiquement obligé d'ouvrir l'enquête, et c'est ce qui s'est passé effectivement. Voilà. Donc ça, c'est le côté positif de l'autorité palestinienne. Le côté négatif, c'est qu'une fois qu'on a adhéré au statut de la Cour pénale internationale, eh bien encore faut-il se plaindre. Et l'autorité palestinienne a attendu 2 ans et demi avant de se plaindre. Donc tout de suite, ça nous monte à mai 2018. Voilà, bon. Donc quand l'autorité palestinienne se plaint ou s'est plaint par le passé de la lenteur de la Cour pénale internationale, eh bien, elle a vraiment qu'à regarder, qu'à balayer devant sa porte. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. L'État de Palestine a porté plainte. Suffisamment de documents ont été apportés pour fermer, pour clore l'enquête préliminaire et pour ouvrir une enquête approfondie. Et donc ça, c'était il y a 2 ans et demi, il y a 2 ans, au moment où j'ai écrit ce bouquin. Et puis depuis, rien. Depuis, rien. Les Palestiniens ont assisté comme vous avec stupeur à l'empressement du nouveau procureur à se rendre par exemple en Ukraine, alors qu'entre parenthèses l'Ukraine n'est même pas membre de la Cour pénale internationale, même lancer des mandats d'arrêt contre M. Poutine. Pourquoi pas, mais dès le premier jour, les Palestiniens que je voyais me disaient « et nous, et nous, et nous, et nous ». Voilà. Et donc c'est une réflexion qui a été faite déjà depuis longtemps et qui porte de plus en plus, qui est de plus en plus d'écho en ce moment. Pour garder l'espoir, bon, c'est pas un espoir irraisonné. Une nouvelle plainte, enfin d'autres plaintes ont été déposées par des députés Hamas, puis par la société civile, il y en a eu plein. Je ne les ai même pas mis toutes dans le bouquin, mais disons que une nouvelle plainte a été déposée ces jours-ci, donc il y a une dizaine de jours, auprès du bureau du procureur pour génocide. Hein. Actuellement, si vous lisez tout ce que je vous dis comme texte, c'est facile, vous trouvez sur Internet. En ce qui concerne la Cour pénale internationale, c'est public. Tous les documents, vous tapez Cour pénale internationale en anglais ou en français, Palestine, et vous avez toute la chronologie des faits, c'est vraiment public. Donc, les avocats ont été reçus par le bureau du procureur. Tous les critères d'identification d'un génocide en cours sont présents. Vous pouvez mettre une croix sur chacun des critères, car l'esprit de cette Convention internationale sur le génocide, c'est justement la prévention, et pas simplement attendre pour qu'il n'y en ait pas un autre, mais dès qu'un génocide est amorcé, prendre tout de suite une série de mesures de façon à stopper cette tentative de génocide. Donc cette nouvelle plainte a été déposée et bien reçue. Alors, maintenant,
Vous allez me dire, ça fait une dizaine de jours, on attend. Il y a des petits signes qui permettent d'espérer qu'une décision ou des décisions soient prises, parce qu'il y a deux parties actuellement dans cette affaire. Il y a la partie israélienne et puis il y a le Hamas. Vous voyez, Hamas qui en réalité est associé à des forces militaires, aussi bien du djihad islamique, mais aussi du FPLP et du Fatah. Hein. Donc un consensus là-dessus. Bon. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si l'on a de la chance, eh bien, il va y avoir des mandats d'arrêt qui vont être lancés. Alors, à propos de dossiers très précis, parce que vous savez très bien, comme moi, qu'il y a par exemple des gangsters qui durent pendant 20 ans, et puis un jour on les coince parce qu'ils n'ont pas payé la taxe d'habitation. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous voyez, il faut du juridique simple, voilà. Et actuellement, le problème, et c'est ce qu'ils nous disent à la Cour pénale internationale, c'est qu'on a reçu tellement de documentation que, bon, ils ont lancé un appel pour recruter une personne. Il y a 3 personnes au bureau du procureur, 3 qui s'occupent du dossier israélo-palestinien. Je ne sais pas si vous voyez, c'est hallucinant. Alors ils font des sous. Ah ben oui, quand a débuté la guerre en Ukraine, il y a 38, 42, je ne sais plus d'une trentaine de pays qui immédiatement ont mis la main au portefeuille pour donner de l'argent au bureau du procureur pour qu'il puisse travailler. La Belgique qui a donné 5 millions d'euros, l'Espagne qui se tâte mais qui a l'air bien partie pour ça. Donc vous voyez que là encore on parle de guerre asymétrique en termes militaires, mais en termes légaux c'est absolument exactement la même chose. C'est asymétrique, mais ça n'empêche que les Palestiniens sont quand même arrivés à avoir une adhésion à la Cour pénale, le déclenchement d'une full investigation, d'une enquête approfondie, et un procureur qui aujourd'hui, il faut quand même bien le dire, est soumis à la pression des 3/4 de l'humanité. Donc vous voyez, tout ça, ça n'est pas rien. Qu'est-ce que nous espérons qu'il se passe? Eh bien, c'est que des demandes d'audition, des mandats d'arrêt soient envoyés en direction des responsables. Ah oui, je vous rappelle aussi, on a entendu maintes fois les dirigeants israéliens taper sur la table d'un air méchant en disant « nous ne laisserons pas traîner devant la Cour pénale internationale un seul de nos soldats, nous le défendrons, etc. » Il ne s'agit pas des soldats, il ne s'agit pas des snipers qui tirent dans les genoux et qui amputent les jambes, non, il s'agit des dirigeants. Dirigeants politiques, c'est la chaîne d'ordre, et notamment le sommet, vous voyez. Donc en gros, c'est les chefs d'État et puis les différentes directions militaires. C'est ça dont il s'agit. Alors, le principe de la Cour pénale, c'est d'enquêter sur tous les crimes de guerre commis par toutes les parties. Voilà, c'est pas simplement contre un pays, voilà, ou contre les dirigeants d'une des parties. C'est-à-dire que, et c'est précisé dans le mémorandum de Fatou Bensouda, qui l'a conduite à ouvrir cette enquête plénière, eh bien, il est précisé qu'il s'agit des factions armées palestiniennes, des Israéliens, des militaires et des responsables politiques israéliens, et de l'autorité palestinienne, car il y a aussi des crimes de guerre qui ont été commis par l'autorité palestinienne. Il y a les réactions de la presse, notamment de la presse israélienne, et il est frappant de voir qu'à chaque avancée juridique, la presse dit ah oui, mais ils ont fait des crimes de guerre en face aussi, sous-entendu, il n'y a pas d'égalité entre l'occupant et l'occupé, mais ça c'est l'affaire des juges, hein, vous voyez, le droit de l'occupation, tout ça, ça existe et il faut en tenir compte. Et puis, il y a une chose, alors qui par contre, qui est beaucoup plus ennuyeuse, c'est que, eh bien, c'est cette fameuse liste des organisations terroristes, vous voyez. C'est une véritable catastrophe, parce que ça a 2 effets. Le premier effet, eh bien, c'est que le public eh bien, est asphyxié véritablement par cette notion de terrorisme. On demande à tout un chacun, on en a été les témoins ces derniers temps, est-ce que vous condamnez le terrorisme, etc. Voilà, bon. Alors, le terrorisme, d'abord, qu'est-ce que c'est? La résistance, c'est la résistance légitime d'une population qui est soumise au colonialisme, etc., etc. Et cette résistance légitime comporte un volet juridique, vous avez le droit à des élections, vous pouvez vous battre pour avoir des élections, un volet
juridique, cour pénale, et un volet militaire, c'est-à-dire la résistance armée fait partie des outils légaux des mouvements de libération nationale. Alors, cette résistance, elle peut se faire de plusieurs façons. Elle peut se faire comme sous Napoléon, on va mettre des gens avec un uniforme dans un terrain bien dégagé, et puis on va avancer et se faire décimer, je dis comme Napoléon ou comme en 14. Vous voyez, bon. C'est évident que lorsqu'il y a un combat asymétrique à ce point, eh bien, il faut utiliser des moyens que l'adversaire n'a pas ou n'a pas conçus lui-même. Vous voyez, bon. Le terrorisme, c'est quoi? Alors, d'abord, dans le statut de la Cour pénale internationale, le mot terrorisme ne figure nulle part, parce qu'on n'allait pas discuter ce point, puisque c'est un point, par définition, sujet à discussion. C'est très souvent l'arme de l'autre, le terrorisme. Moi, je suis légal, toi, tu es terroriste. Bon. Il n'empêche que des mouvements de libération nationale, des territoires occupés, ont été et sont malheureusement souvent ont commis des actions terroristes. La résistance française a fait des attentats terroristes. Vous voyez, quand on tue des civils, alors si c'est des civils qui n'ont rien à voir dans la bataille, c'est du terrorisme, etc. Et donc, évidemment, les gens qui ont rédigé le statut de Rome se sont penchés sur la question, et il y a un article, qui est l'article 31, qui est un article qui spécifie les conditions d'exonération de crimes de guerre en cas de crimes de guerre commis par une population en état de survie, en état de danger imminent, pour protéger des biens et des personnes dans l'extrême urgence, etc., etc. Autrement dit, bien entendu, le législateur a prévu d'atténuer d'une certaine façon cette notion de terrorisme. Le Hamas et le FPLP étant sur la liste des organisations terroristes, eh bien, d'abord, c'est un qualificatif qui ne veut pas dire grand-chose en droit. Deuxièmement, c'est un effet doublement négatif. Négatif pour l'organisme qui est classé terroriste, parce qu'on va lui piquer ce compte en banque, l'empêcher de voyager, l'incarcérer, l'expulser, comme Mariam Aboudaka, 72 ans, qui a été expulsée de notre territoire. Et elle a fait y retourner en Israël, où elle avait été en prison il y a une soixantaine d'années. Voilà, donc ça c'est un inconvénient évident pour pouvoir rencontrer des personnes, etc. Mais c'est aussi un inconvénient majeur pour les diplomaties. Par exemple, au début de cette bataille de Gaza, là, du 7, qui a débuté le 7 octobre, je me souviens d'avoir entendu sur une grande radio nationale, eh bien, on avait mis un tour de table, et dans ce tour de table, la seule personne qui pouvait parler du Hamas, c'était un fonctionnaire, un ancien ambassadeur, un type très bien d'ailleurs, mais qui avait réussi en 2009 à parler avec des gens du Hamas. En 2009, vous voyez, on est en 2023. Et son récit, ça a été d'expliquer toute la difficulté qu'il avait eue, parce que théoriquement, le Hamas étant classé organisation terroriste, il n'avait pas le droit d'aller leur parler, vous voyez. Voilà. Donc cette classification, ce classement plutôt sur la liste des organisations terroristes, c'est une véritable plaie qui a un but paralysant. Et ce qu'il faut dire, et qui est très très important, c'est que la seule liste des organisations terroristes valable, ce n'est pas celle des États-Unis qui est la nôtre, c'est la liste de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies a une liste des organisations terroristes, et jamais ni le FPLP, ni le Hamas, ni le Fatah n'ont été sur la liste des organisations terroristes de l'ONU. Donc là, il y a aussi un combat juridique à mener pour faire sortir. Et ce combat, malheureusement, les Palestiniens l'ont compris un peu tard, et donc il est à peine entamé. Une fois le tribunal de la Cour de justice de l'Union européenne a sorti le Hamas de la liste des organisations terroristes en disant « Mais voyez les preuves que vous m'avez apportées ici, c'est des revues de presse, c'est même des communiqués de l'armée israélienne, ça ne suffit pas, nous on sort ». Et comme cette liste est une liste politique qui est renouvelée tous les 6 mois, 6 mois après, les gens se sont réunis, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, et ils l'ont remis sur la... Voilà, donc une espèce de mouvement sans fin qui est amorcé et qui mérite là aussi une action juridique musclée qui pour l'instant n'a pas encore eu lieu. À chaque fois que décision, et tout ça c'est sur le site là c'est la Cour européenne de justice, à chaque fois que décision est rendue, elle est écrite, il y a des attendus.
j'ai compté 15 fois, la Cour européenne de justice a demandé des renseignements complémentaires aux avocats qui plaidaient la sortie de la liste. Les avocats n'ont pas répondu une seule fois. Vous voyez, il y a des possibilités d'appel, il y a le droit, on y va, on y retourne, on questionne, on apporte des documents, on remet en cause, etc. Rien de tout ça depuis des années. Vous voyez. Et l'affaire des prisonniers, ben, déjà, le monde entier découvre, ceux qui ne sont pas informés, qu'il y a 5, 6, 7, 8 000 prisonniers dans les prisons israéliennes, des femmes et des enfants, et bien souvent sans jugement, et même s'ils avaient été jugés, ça aurait été tout à fait illégal. Certains condamnés à des peines extrêmement lourdes pour un simple jet de pierre, etc. Tout ce que vous savez très bien. En regard du droit international, sont des prisonniers de guerre. Ils ont été, pour un certain nombre, jugés, pour d'autres jamais, ce qui est totalement illégal de juger des prisonniers de guerre. Donc les prisonniers de guerre, on les échange, ça fait partie des droits coutumiers, si vous voulez. Donc, à partir du moment où il ne restera plus dans les prisons palestiniennes que des soldats, eh bien ce seront des prisonniers de guerre et non plus des otages en totalité, et ils seront à échanger contre des prisonniers de guerre. Alors, dans les négociations qui ont eu lieu, et c'est heureux, eh bien, il y a eu les femmes et les enfants. Donc ça a un effet pédagogique de relâcher les femmes et les enfants contre les femmes et les enfants, si vous voulez. Aujourd'hui, avec tous les mensonges qui ont été déversés sur les ondes concernant les preuves israéliennes et qui sont tombées mais comme des mouches, vous voyez, sous ça, le monde entier aujourd'hui sait qu'Israël ment comme il respire. Donc tout ça, c'est des choses, c'est des étapes très très importantes, parce que c'est la psychologie qui fait tout ça, vous voyez. Alors, nous, on a des dirigeants qui sont très très incultes en ce qui concerne les questions du Proche-Orient, à un point que vous avez pu constater ces jours-ci. On a honte d'être français aujourd'hui. Mais tout ça, ça crée quand même des mouvements. Et les témoignages des otages, alors qui ont été libérés, eh bien, ont contribué aussi à casser cette image absolument raciste. C'est du racisme absolu. Hein, le musulman qui viole, qui tue et qui éventre. Enfin, on n'avait pas entendu ça depuis longtemps. Là, je voulais dire en commençant, moi j'ai des amis qui meurent tous les jours. Hein, alors, bien sûr entendu, je suis horriblement triste. J'ai des amis qui ont perdu leur famille tout entière, père et mère. Un quartier, voilà, ils sont rayés de l'existence. Vous savez, moi je devrais être à Gaza en ce moment. J'avais mon billet d'avion pour le samedi 7 octobre. Ah. J'y vais 3 fois par an, et donc on avait prévu ça. J'avais dit je veux partir le jeudi parce que ça m'arrangeait. Puis on m'a dit à Gaza, non, il y avait toute une série de fêtes juives et Israël, Eretz, le point d'entrée sera sans doute fermé, vous risquez d'être bloqué un certain temps, donc venez plus tard. Alors j'ai dit, ben, on vient le samedi. Je rêve, hein, mais bon, essayons d'imaginer l'avenir. Imaginez qu'il délivre un mandat d'arrêt contre, par exemple, le Premier ministre israélien, et puis contre, en même temps, contre le responsable politique du Hamas à Gaza, par exemple, M. Yahya Sinwar. Ça serait possible, vous voyez. Alors, sans anticiper, mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, M. Netanyahou, vous imaginez qu'il va relier dans les brancards, mais de toute façon, il ne fera rien parce que Israël n'est pas parti à la Cour pénale. Il y a 123 États qui ont signé, donc il en reste un certain nombre, une soixantaine peut-être. Donc il pourra toujours voyager dans ces 60 pays. Sans se faire arrêter, ce qui est quand même un petit peu ennuyeux parce que ces pays, c'est pas toujours des pays très, très sympas pour faire rendre sa retraite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les États-Unis, dès la création de la Cour pénale internationale, ont commencé à passer des accords bilatéraux avec toute une série d'États de façon à ce qu'ils s'engagent de ne jamais remettre à la Cour pénale internationale des ressortissants américains, par exemple. Vous voyez, 45 pays qui à la fois ont signé des accords avec les Américains et en même temps sont adhérents à la Cour pénale internationale, ce qui pose un vrai problème. Enfin bon, on imagine quand même que si M. Netanyahou se voyait délivrer un mandat d'arrêt, ça remettrait un peu les pendules à l'heure.
Ah, M. Sinoir, bah, il a commis des crimes de guerre où il était responsable, d'accord, il y a eu des crimes de guerre. Bah, d'abord, il faudra les définir. Quels crimes de guerre? Qu'est-ce qu'il y a eu? Des attaques contre les civils. Ah, alors, quels civils? Je ne sais pas si vous avez sûrement remarqué, mais moi, je ne lis pas toute la presse israélienne, loin s'en faut, mais j'en reçois une partie. Le seul élément de preuve qui a été fourni, ça a été fourni par le journal Haaretz, c'est sur les morts du 7 octobre, c'est une liste de 685 noms, ou 687. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les noms avec les âges des personnes en question. Donc ça, c'est très facile à vérifier, qu'il n'y a pas de nom bidon, etc. C'est très vraisemblablement une liste exacte, quoi. Déjà, le lendemain de l'égorgement de 40 nourrissons, entre 0 et 3 ans, il n'y a pas un seul nom, si vous voulez. Donc ça a permis déjà de faire tomber cette effroyable propagande qui fait encore aujourd'hui des dégâts, vous voyez. Bon. Moi, j'ai compté sur les mineurs. Les mineurs, il y en a 16. Vous voyez, donc les mineurs, c'est des mineurs. Hein, voilà. Donc les mineurs, voilà. Donc il y a eu 16 morts mineurs. Et puis pour le reste, eh bien, ils doivent savoir où ils étaient, ce qu'ils faisaient. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure de la chaîne de preuves. Est-ce que c'était des militaires? Est-ce que c'était pas des militaires? Oui, mais qu'est-ce qu'un militaire? Un militaire qui est dans son cantonnement en train de dormir, ah oui, ça c'est un crime de guerre s'il n'est pas en état de se défendre. Et pour chaque crime, il faudra analyser, vous voyez. Et les civils, il y a des civils qui sont armés, des civils qui sont désarmés. Voilà. Et puis voilà, patatras, qu'on a commencé à nous montrer toutes ces images, eh bien, des kibbutz, des gentils kibbutz, vous voyez, des gentils kibbutz avec les toits complètement effondrés, perforés, alors que les murs sont intacts. Vous voyez, il y a eu des rues entières, vous voyez. Bah, ça veut dire qu'il y a eu des impacts qui sont venus d'en haut. On nous a montré des centaines de voitures incendiées. Est-ce que des soldats dont l'objectif était d'aller prendre des otages ou des prisonniers, en fonction de la nature de l'otage ou du prisonnier, est-ce qu'il se serait permis d'incendier des centaines de voitures? Tout ça est extrêmement curieux. Et puis il y a eu les témoignages d'un certain nombre d'ex-otages ou de témoins qui n'ont pas été pris, expliquant eh bien, qu'il y avait eu des tirs de tanks dans tous les sens, etc., etc. Et puis maintenant, on nous sort les viols. Bah, c'est curieux, c'est un État comme l'État d'Israël aussi sophistiqué. Ils n'ont pas fait un seul prélèvement pour prouver qu'un seul viol avait eu lieu. Voilà. Donc, et puis d'abord, s'il y a eu des crimes de guerre, il faudra prouver aussi que ce sont les gens, les soldats, les combattants, parce qu'il y a eu toute une série de brèches qui ont été faites. Et sur le moment, ça m'a fait sourire, mais la suite des événements est tellement dramatique qu'on n'aurait pas le faire. Mais il y a eu sur Internet très vite des messages qui ont été envoyés du genre, tiens, je suis allé au marché, j'ai oublié de prendre un otage israélien, j'y retourne. Vous voyez, des choses comme ça. Autrement dit, il y a un certain nombre de personnes qui sont certainement entrées, et peut-être que certains eh bien, ont fait des carnages, c'est possible. Mais vous voyez que tout ça, ce n'est pas facile, et il va falloir apporter des preuves. Et apporter des preuves, eh bien, il n'y en aura sans doute pas, puisque Israël est depuis le début de toutes ces affaires, eh bien, refuse absolument toute coopération avec la Cour pénale internationale. Vous voyez, donc, je crois que M. Sinoir peut dormir tranquille. En droit, les choses ne sont pas aussi faciles. Espérons qu'il va y avoir dans les jours ou dans les semaines une action qui aurait au moins un impact psychologique très important, non pas sur les Israéliens, sur l'armée et ses commandants, mais au moins sur ceux qui, comme l'État français, bien approuvent, soutiennent, déclarent leur amour et leur soutien indéfectible, voire même fournissent des armes en quantité massive. Voilà. Donc ça serait l'événement heureux qu'on peut espérer, croisons les doigts, dans les semaines qui viennent. La Cour pénale internationale était submergée de travail. À partir du moment où vous avez une cour locale qui prend en charge un dossier, ça coupe automatiquement. Donc je me souviens d'un des responsables disant « j'ai 250 plaintes qui sont à la Cour suprême israélienne, ça veut dire qu'il y a 250 familles qui ne connaîtront jamais la justice. » Donc il faut se méfier énormément. Et je voudrais dire quelques mots
sur un autre livre qui est ici. Et alors celui-là, il est très bon, ce bouquin, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est une traduction. Voilà. Donc c'est le livre de Daoud Abdullah sur l'histoire de la politique étrangère du Hamas, et qui est un livre vraiment d'universitaire carré, en même temps très facile à lire, mais au moins très précis, et qui raconte justement l'évolution de ce mouvement qui est né, vous le savez, en 1987, au début de la première intifada, mais qui avait déjà un passé assez ancien sous la forme de mouvements de la résistance islamique. Dans les membres fondateurs de ce mouvement, d'ailleurs, on trouve un chrétien au milieu, je vous signale. Et donc, il y a eu toute une élaboration avec des étapes. Et des étapes je vous ai parlé de la maturation de leurs idées en matière de droit et de droit international. Il y a eu une maturation en ce qui concerne leur action politique. Une bonne partie de cette maturation s'est faite, par exemple, à Marjezour. Marjezour, c'est quelque chose, moi, qui m'a interpellé il y a très longtemps. C'est l'objet, d'ailleurs, d'un de mes bouquins, mais qui n'est pas là, mais vous le trouverez sur Internet. Quand j'ai commencé à aller traîner à gauche, à droite, à Gaza, on m'a présenté, on m'a dit, ah bah tiens, un tel, c'est un ancien de Marjezour. Ah bon, très bien. Puis un autre, le doyen de la fac B, c'est un ancien de Marjezour. Et puis le ministre de ceci, mais c'est quoi Marjezour? Eh bien, au moment où se profilaient les accords d'Oslo, Rabin a fait capturer, le gentil Rabin, il fallait capturer 400 membres, vrais ou supposés, du Hamas et du djihad islamique, et il les a balancés en plein hiver dans la montagne libanaise, dans la neige, en se disant, comme ça, je vais avoir une partie de mon opposition aux accords d'Oslo qui va être neutralisée, puis les familles vont suivre, etc. Puis rien ne s'est passé comme ça. Un peu comme aujourd'hui, les gars, ils sont restés dans la montagne libanaise, ils sont serrés les uns contre les autres. À Croix-Jour, j'ai apporté des tentes, etc. Ils n'ont pas bougé, ils sont restés presque un an. Ils ont créé une université, ça a été un buzz médiatique extraordinaire. Et finalement, ils ont accédé au niveau international. Le monde entier les a connus à cette occasion. Et 20 ans après Marjezour, 1992, eh bien, c'est le Premier ministre Ismaël Haniyeh qui a été Premier ministre, Mahmoud Zahar qui a été ministre des Affaires étrangères, et bien d'autres, si vous voulez. Donc ça a été un événement fondateur qui est bien décrit dans le livre de Daoud Abdullah que j'ai traduit. Il y a d'autres éléments importants comme l'affaire du Koweït, qui est une affaire extrêmement importante. Peu de gens savent qu'il y a 400 000 Palestiniens qui ont été expulsés du Koweït puisqu'Arafat avait décidé, qui était une décision difficile, de soutenir Saddam Hussein. Un autre épisode sur lequel j'ai écrit aussi un petit bouquin, c'est l'échange de prisonniers entre le soldat Shalit et les 1027 prisonniers. Ça s'est passé en 2011. Et j'ai écrit ce bouquin en me disant, mais qu'est-ce que je peux apporter? Ben, j'avais la chance de pouvoir discuter avec le chef des négociateurs du côté palestinien, qui m'a raconté par le menu comment toutes ces étapes se font. C'est un petit peu d'actualité, encore que la situation est différente, entre le sens que Shalit, c'était une personne, un visage, donc on a affiché son portrait partout, dans tout le monde occidental, les parents étaient reçus par le pape, les présidents, tout le monde. Il y a eu son portrait affiché 5 par 5 sur la mairie de Paris pendant longtemps. Donc il y avait une personnalisation. Aujourd'hui, c'est différent, il s'agit de plusieurs dizaines, une centaine de personnes. Donc la personnalisation ne peut pas jouer. Mais en tout cas, cet échange, c'était le premier échange où les Israéliens ont été contraints de libérer les peines de longue durée. Et sur les 1027, la moitié ont été choisis par les Palestiniens et l'autre moitié choisie par Israël. Donc sur la moitié, eh bien, ce sont des gens qui ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 23 ans en prison. J'en ai rencontré un certain nombre. Et on retrouve, il y a Yassine Ouar, par exemple, qui a passé 21 ans en prison. Il y a eu le ministre de l'Intérieur de Gaza, Taoufik Abou Naïm aussi, qui a passé à peu près 20 ans. Et puis toute une série, et puis d'autres que j'ai rencontrés et qui m'ont raconté leur histoire. Voilà. Donc, l'échange de prisonniers, c'est quelque chose qui tient au cœur de chaque Palestinien. De la même façon qu'aujourd'hui, vous avez toutes les familles palestiniennes ont des gens qui ont été tués dans leur famille ou parmi les proches, et plus encore aujourd'hui, parce que les chiffres aujourd'hui, c'est 10 fois plus qu'en 2014.
mais toutes les familles ont aussi quelqu'un qui est passé en prison ou qui y est toujours, voilà, et qui est condamné à perpétuité. Voilà. Donc c'est un dossier extrêmement sensible, et c'est sûrement là-dessus que va se jouer les négociations futures quand le cessez-le-feu aura lieu. Voilà, donc on est en train de vivre un moment historique. On espère que le cessez-le-feu va venir très vite. Voilà, merci beaucoup. J'ai toujours circulé pas mal. Je me suis rendu compte, une fois que j'étais bien formé, parce que je travaille dans un truc très spécialisé, et donc quand on est spécialisé, c'est vous qui manquez. Hein, vous voyez. Voilà, donc j'ai travaillé dans pas mal de pays, en Afrique notamment, en Inde. Et puis un jour, mon voisin j'ai pas de palier, mais l'étage en dessous, Marcel Francis Kahn, qui était le patron de la rhumatologie, qui était un historique il a créé l'association médicale franco-palestinienne, dont est dérivée l'association France-Palestine Solidarité. Et donc il connaissait mes idées, il m'a dit tiens écoute je vais faire un voyage là-bas, voyage d'études, on va voir avec quelques profs de l'assistance publique ce qu'on pourrait faire, etc. Je lui ai envoyé. Et puis quand on est sur place, on se rend compte que c'est l'enseignement, c'est banal, vous dans votre spécialité pareil, si on va quelque part et qu'on commence à travailler, il faut y retourner, et puis retourner, sinon ça se disperse et il ne reste plus rien du tout. Aujourd'hui, j'ai 2 chefs de service qui ont été mes élèves, qui ont passé mes diplômes, l'un à Chifa et l'autre à l'hôpital européen, et ils travaillent en ce moment tous les deux, ils sont tous les deux à l'hôpital européen puisque Chifa a été vidé. On voit que le projet israélien sur le plan légal est voué à sa perte, sur le plan médiatique, et c'est très important, est déjà perdu, et sur le plan militaire, qui pensait qu'au bout de 50 jours, je ne sais plus à combien on en est, eh bien, l'armée israélienne serait toujours incapable d'occuper un territoire qui est la taille de la moitié d'un département français. Qui pensait ça, vous voyez? Et moi, je vois ça dans le temps, vous voyez, sur 22 ans. Au début, mes amis me disaient après aller surveiller la frontière le soir, on va en petit groupe, puis on s'est aperçu que quand c'était un petit groupe, quand ils tiraient en face, ils tuaient tout le monde, alors maintenant on se met tous les 20 ou tous les 50 mètres. Ça a été le tout début, si vous voulez, d'un processus de défense d'un territoire qui partait vraiment d'une époque archaïque, si vous voulez. Je me souviens d'un témoignage d'un soldat israélien qui avait tué un Palestinien, qui avait dit attention, il avait un élastique autour de la jambe de son pantalon, ce qui voulait dire que déjà il y avait un début d'équipement, si vous voulez. Et puis après, on a dit, avec le mur, on va être tranquille. Les roquettes, ils tombent dans un champ à quelques kilomètres. Aujourd'hui, les roquettes, ils font 160 km. Voyez. Et chaque missile envoyé par l'Iron Dome coûte 75 000 $. Voyez. Donc qui pensait que quelques milliers de combattants allaient mettre en échec pendant aussi longtemps une armée extrêmement puissante, totalement alimentée en armes et en munitions par les États-Unis. Je n'imaginais pas qu'un jour les dirigeants israéliens allaient se décider à essayer de balancer dans le Sinaï 2 millions de personnes. J'y croyais pas. Et j'y croyais pas pour une raison simple, c'est que je ne pensais pas que les puissants acteurs internationaux le laisseraient faire. Vous voyez, le projet est même réclamé ouvertement. Mais c'est une situation qui est tellement dramatique qu'il peut en sortir quelque chose. Le drame est instable, hein, et donc le pire, ça serait de retourner à la situation d'avant, c'est-à-dire après un véritable carnage, des familles complètement décimées, eh bien, on met une espèce de proconsul qui va diriger Gaza, et Gaza toujours sous siège. Il y a toute une série de plans assez ahurissants, et puis on oublie les choses simples, les choses basiques, la liberté, l'égalité, etc. Écoutez, si on a simplement en une phrase, le programme concernant Israël-Palestine, le programme du Hamas depuis plusieurs décennies,
la création immédiate d'un État palestinien dans les frontières de 67, sans reconnaissance d'Israël, avec une trêve de 15 ans, j'ai même entendu certains dire 25 ans. Et ça avait été lancé dès Margezour, cette possibilité-là, vous voyez. Et c'est, au fond, l'hypothèse la plus favorable. Vous imaginez demain un cessez-le-feu pour 25 ans? Et dans 25 ans, eh ben, ça sera l'autodétermination. C'est exactement ce que signale Fatou Bensouda dans son mémorandum. Finalement, elle ne dit rien d'autre chose qu'elle a reconnu l'État de Palestine, la Cour pénale, sans présumer des frontières qui pourront se faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ils ont élaboré toute une stratégie. Ils ont dit, on est contre les accords d'Oslo, mais s'il y a des élus, est-ce qu'on va se présenter? Ils ont longuement réfléchi, ils se sont dit, s'il y a des élections, on va y aller, parce qu'on a quand même notre mot à dire. Si jamais, on ne sait jamais, parfois on tient compte de l'opposition. Ils ont dit, on reconnaît les statuts. Il n'y a pas de statut, hein, il n'y a pas de constitution, mais enfin les lois constitutionnelles palestiniennes avec un président, une alternance du pouvoir, des élections, un parlement etc., qui élabore les lois, etc. Donc ils ont décidé ça en 2004, ils ont arrêté les attentats suicides à ce moment-là, ce qui sûrement a été une très bonne chose, et ils ont élaboré un programme politique, ils ont été élus en 2006 sur ce programme. Alors, on leur reproche très régulièrement, à juste titre, la charte de 1988, qui est un tissu de bêtises horrible, antisémite et infâme, qui a causé énormément de mal. C'est la seule grande faute politique qu'ait fait le Hamas depuis sa création, c'est de ne pas avoir révisé cette charte. Ils ne se rendaient pas compte que c'était très important. On fait une charte en 2017 qui est lisible par les Occidentaux, qui sur le plan politique ne dit rien de différent sur le plan strictement politique, mais au moins qui est lisible et acceptable. Et personne ne conteste le résultat de ces élections, y compris parmi ses adversaires. Et pourquoi il n'y a pas d'élection depuis 16 ans? C'est parce que Israéliens et ceux qui soutiennent Israël pensent qu'il y a un risque qu'ils renouvellent ce score. Et d'après ce que disent les observateurs, j'en sais rien, je pense, mais avec ce qui se passe en ce moment, ça serait probablement un raz-de-marée pour le Hamas. Je suis en train d'écrire une biographie du Cheikh Yassine, vous voyez. Je suis en train d'écrire une biographie du diable, vous voyez. Donc vraiment, j'ai pioché la question avec des gens qui ont été très très proches du Cheikh Yassine, puisque vous savez qu'il a été assassiné il y a 20 ans. Le Hamas, c'est un mouvement. On ne détruit pas un mouvement en pilonnant, en attaquant les hôpitaux, etc., ou en coupant des têtes. C'est un mouvement qui s'est développé avec une idéologie. Cette idéologie, c'est celle des frères musulmans, vous avez tout à fait raison, ils n'en disconviennent pas, mais ce qu'il faut comprendre, et vous voyez, c'est là où quand on est allé quelque part, dans un milieu qui n'est pas le sien, et qu'on est revenu, et qu'on a passé du temps, on se rend compte d'une évidence, c'est que dans toutes les régions du monde, vous avez des gens qui ont des racines, une philosophie, une histoire, qui les imprègnent, quelle que soit leur volonté ou leur vision. De toute façon, ils sont imprégnés. Est-ce qu'on va reprocher aux Japonais d'avoir une religion qui nous échappe complètement, ou de ne pas en avoir, ou d'avoir tous ces rites que l'on connaît chez les Japonais? Vous avez des gens qui ont des racines, une culture, une philosophie, qui sont basées sur l'islam. Et c'est ça les frères musulmans, c'est basé sur l'islam. Vous avez des chercheurs très très bien, comme Stéphane Lacroix, comme Barbara Zollner, comme François Burgat, qui sont des gens CNRS, qui ont passé toute leur vie à étudier l'islamisme, c'est-à-dire l'islam politique, et historiquement c'est exact. Michel Aflaq, qui est un chrétien irakien, qui a fondé le Baas syrien, donc un parti d'idéologie marxiste, en gros, Michel Aflaq a écrit des phrases absolument impérissables sur le thème que ce qui nous soutient tous, dit-il, sans exception, c'est l'islam, c'est notre culture, c'est notre passé, vous voyez, nos racines. Donc les frères musulmans, c'est pas le diable du tout. Allez au texte. La question de la binationalité, la question de ce député israélien qui est au Parlement français. J'en parle dans mon petit bouquin. C'est pas anodin.
la responsabilité, c'est 2010, on a fait un redécoupage des Français de l'étranger. Normalement, habituellement, Israël était avec le Liban, l'Égypte, etc., des pays où il y avait beaucoup de francophones ou de Français, enfin bref. Et on a refait un découpage en séparant Israël de sa région géographique et en la mettant avec San Marin, le Vatican et l'Italie où tout le monde s'en fiche. Voilà, et donc mécaniquement vous avez forcément un député israélien au Parlement français, et c'est définitivement, sauf si cette loi est discutée, ça fait partie des choses à mettre sur la table auprès de nos élus. Et vous avez Netanyahou, vous pouvez aller sur internet, Meir Habib, Netanyahou, vous tombez directement sur une vidéo où vous les voyez tous les deux en hébreu sur une chaîne de télévision israélienne faire campagne pour les élections du Parlement français.